J'appelle maintenant Olivier Sanchez, qui va nous parler des indications de la thrombolyse dans l'embolie pulmonaire en 2022. Bien, donc pour faire suite au topo de Thierry Danaïs, je vais donc focaliser mon propos sur l'embolie pulmonaire. Vous avez ici mes liens d'intérêt avec les laboratoires avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Alors, de quoi parlons-nous? L'embolie pulmonaire, c'est une maladie qui est fréquente, qui peut se compliquer d'état de choc, et en cas d'instabilité hémodynamique, ces malades sont définis comme étant une embolie pulmonaire à haut risque de mortalité. Ce groupe est un peu hétérogène, puisque vous voyez que ce groupe, il regroupe à la fois des malades les plus graves qui développent leur embolie pulmonaire dans un contexte d'arrêt cardiaque, des malades qui ont un état de choc avec tous les signes accompagnateurs de l'état de choc, ou des malades qui ont une hypotension persistante. Donc on voit bien déjà dans ce groupe qu'il y a une hétérogénéité entre des malades très très graves et des malades qui vont être graves, mais probablement un peu moins que ceux qui présentent un arrêt cardiaque. Néanmoins, globalement, ces patients ont une mortalité élevée. Alors fort heureusement, ces malades sont rares, et quand on regarde, et ce qui est assez remarquable dans l'embolie pulmonaire, c'est que au fil du temps, la proportion des malades qui présentent une embolie pulmonaire grave, c'est-à-dire avec une instabilité hémodynamique, sont des malades qui restent rares, mais avec une proportion identique dans le temps. Vous avez ici trois exemples de registres de la fin des années 90 ou de bases de données des années 2000 qui vous montrent qu'en gros, 3 à 4% des malades ont une embolie pulmonaire grave, c'est-à-dire avec un état de choc. Et ces malades-là ont effectivement une mortalité précoce importante, 30 à 40% et jusqu'à 60 à 70% en cas d'arrêt cardiaque. Alors, cette hétérogénéité dans ces malades avec une instabilité hémodynamique avait été mise en évidence dans ce registre allemand qui vous montre que la mortalité lorsqu'on a simplement une dysfonction ventriculaire droite est de l'ordre de 8%, alors que, encore une fois, en présence d'un arrêt cardiaque, la mortalité augmente jusqu'à 65%. Alors pourquoi on a un si mauvais pronostic, et quelle est la physiopathologie de la défaillance circulatoire au cours de l'embolie pulmonaire? Vous savez tous que la circulation pulmonaire est une circulation à faible résistance et basse pression, et que le ventricule droit n'est donc pas armé pour faire face à une augmentation brutale de sa post-charge. Et donc, lorsqu'il y a une augmentation brutale de cette post-charge liée à une charge en caillot importante, eh bien, il va y avoir dans un premier temps des mécanismes compensateurs qui visent à maintenir le débit cardiaque. Ces mécanismes sont au nombre de deux. D'abord, une dilatation du ventricule droit qui va avoir pour effet de mettre sous tension les fibres myocardiques du ventricule droit, ce qui va améliorer temporairement la contractilité du ventricule droit. Et puis, le ventricule droit et le cœur va avoir une tachycardie. Donc, on va préserver de cette façon-là le débit cardiaque. Mais rapidement, ces mécanismes compensateurs physiologiques vont se retrouver dépassés parce que le cœur est dans un sac inextensible qui est le péricarde, et lorsque le ventricule droit se dilate, il se dilate aux dépens du ventricule gauche, ce qui fait qu'il va y avoir une dysfonction circulatoire qui va s'installer avec le ventricule gauche qui devient plus petit, écrasé par le ventricule droit, donc sa précharge diminue, ce qui va entraîner une hypotension. Cette hypotension va entraîner une chute du débit coronaire, ce qui va aggraver l'ischémie myocardique du ventricule droit et ce qui va aggraver la dysfonction ventriculaire droite et donc précipiter les malades de façon assez tardive finalement dans un tableau d'insuffisance circulatoire aiguë qui est à l'origine d'une mortalité extrêmement importante. Alors, les objectifs thérapeutiques d'une embolie pulmonaire grave vont être premièrement de restaurer l'hémodynamique. Je ne vais pas du tout aborder cette partie-là, c'est le professeur Sophie Amada qui s'en chargera. Et puis, deuxièmement, de désobstruer la circulation pulmonaire en utilisant soit des agents thrombolytiques, soit des cathéters, soit les pinces du chirurgien, et d'éviter qu'il y ait d'autres récidives de caillots en donnant un traitement anticoagulant. Alors qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité de la thrombolyse sur l'effet
débouchage de la circulation pulmonaire sous l'action des agents fibrinolytiques, eh bien, à l'époque où on mettait des cathéters de Swan-Ganz aux malades qui étaient admis pour une embolie pulmonaire en réanimation, eh bien, quand on fibrinolisait ces malades, on pouvait suivre l'évolution hémodynamique de ces patients. Et vous avez sur ce graphique représenté la chute des résistances vasculaires pulmonaires qui suit l'administration d'agents fibrinolytiques, le TPA, la streptokinase, l'urokinase. Et vous voyez que dans les heures qui suivent l'administration de l'un de ces agents, il y a une chute très rapide des résistances vasculaires pulmonaires totales. Toutefois, il faut se rappeler que cette efficacité, cette action fibrinolytique a un délai d'action extrêmement rapide. Et dans cet essai qui date des années 70, vous voyez, où on a comparé des malades avec de l'héparine seule ou de l'urokinase et de l'héparine, et à qui on faisait une scintigraphie pulmonaire de manière répétée pour surveiller la désobstruction du lit vasculaire pulmonaire à la suite du traitement initié, eh bien vous voyez qu'à 24 heures, effectivement, l'urokinase associée à l'héparine débouche plus vite la circulation pulmonaire que l'héparine seule. Toutefois, à 7 jours, vous voyez qu'on a le même pourcentage de désobstruction, et dans le bras par héparine, eh bien c'est l'action de la fibrinolyse physiologique qui est à l'origine de la désobstruction de la circulation pulmonaire. Donc, l'effet des agents fibrinolytiques est un effet très ponctuel et très rapide. Alors, est-ce que cette efficacité sur la désobstruction de la circulation pulmonaire améliore le pronostic de ces malades, qui est, je vous le rappelle, très sévère? Eh bien, quand on méta-analyse les essais randomisés qui ont comparé la thrombolyse et l'héparine à l'héparine seule, eh bien, vous voyez qu'en 2004, il y avait un peu plus de 800 malades, moins de 800 malades inclus dans ces essais, donc c'est très peu par rapport aux autres indications de ces médicaments. Eh bien, vous voyez qu'il n'y avait pas de démonstration évidente de l'amélioration du pronostic de ces malades quand on leur donne de la thrombolyse par rapport au traitement anticoagulant seul. Alors, évidemment, il y a un seul essai thérapeutique qui a démontré le bénéfice de la thrombolyse dans l'embolie pulmonaire grave. C'est un essai publié à la fin des années 90 qui s'est rapidement interrompu. C'était un essai prospectif randomisé qui comparait l'héparine seule à la streptokinase associée à l'héparine. Ils ont inclus que des malades avec une instabilité hémodynamique, ils étaient tous avec un état de choc, et l'essai s'est rapidement interrompu parce que tous les malades randomisés dans le bras héparine seule sont morts, alors qu'aucun n'est décédé dans le bras streptokinase. Donc la démonstration était éclatante, et donc l'essai a été interrompu de manière précoce. Et finalement, le bénéfice de la thrombolyse dans l'embolie pulmonaire grave repose sur ce seul essai avec simplement 8 malades. Donc vous voyez qu'on a quand même des informations intéressantes, y compris sur des essais interrompus de façon précoce. Alors quand on méta-analyse les essais qui ont comparé héparine et thrombolyse, et qu'on s'intéresse aux malades qui ont inclus des malades instables hémodynamiquement, mais pas exclusivement, eh bien, en termes de récidive, il y a une tendance à moins de récidive dans le bras thrombolyse, mais la différence n'est pas significative. Sur le décès, c'est la même chose, mais la différence n'est pas significative. Il faut coupler les décès et les récidives pour démontrer un bénéfice, une supériorité de la thrombolyse par rapport à l'héparine toute seule. Mais ceci a un coût, puisque vous voyez qu'en termes de complications hémorragiques, ces hémorragies étaient 2 fois plus importantes sous thrombolytique que sous héparine. Alors attention à cela, parce que ces études sont anciennes, avec des populations de malades hétérogènes, et surtout une méthode de diagnostic de l'embolie pulmonaire qui a radicalement changé entre les années 70, où on faisait le diagnostic avec l'angiographie pulmonaire, qui était donc un acte invasif, et pour avoir eu en charge des patients, alors pas dans les années 70, j'étais à peine né, mais dans les années 90, les malades saignaient bien au point de ponction, hein, et donc j'ai passé des nuits à comprimer les points de ponction des malades qui saignaient après thrombolytique. Eh bien, une des causes de ces hémorragies majeures était liée à ces méthodes diagnostiques invasives. Alors, ceci a conduit les recommandations des sociétés savantes à recommander en première intention l'utilisation de la thrombolyse en cas d'embolie pulmonaire associée à un état de choc. Et ceci ne fait plus débat, même si, encore une fois, l'évidence est finalement relativement faible. Alors ensuite, effectivement, l'idée a été d'étendre un petit peu
les indications des traitements fibrinolytiques ou des traitements instrumentaux vers des catégories de patients qui avaient un potentiel d'aggravation. Donc la majorité des malades n'a pas d'état de choc, et donc dans l'évaluation du pronostic d'une embolie pulmonaire, eh bien, le retentissement sur le ventricule droit est une étape importante, et les malades qui ont le ventricule droit dilaté avec une élévation de la troponine, qui est un marqueur d'ischémie, sont des patients à un haut potentiel d'aggravation vers la survenue d'un état de choc, et ces malades sont classés comme étant à gravité intermédiaire élevée. Alors, évidemment, les docteurs se sont intéressés à cette catégorie de malades pour savoir si une intervention thérapeutique supplémentaire que le traitement anticoagulant, l'utilisation des thrombolytiques, dans cette indication serait éventuellement intéressante. On a un premier essai au début des années 2000 qui a comparé l'héparine à l'altéplase versus héparine plus placebo, sur une population de malades qui était probablement pas très bien définie, parce qu'à l'époque, on ne savait pas aussi finement identifier ces patients-là. Et vous voyez que, par exemple, dans cette population de malades inclus dans cet essai, il y avait simplement 30% des patients qui avaient une dysfonction ventriculaire droite sur l'échographie. Donc, peut-être que ça n'était pas la population tout à fait la plus adéquate. L'autre critique de cet essai était le critère de jugement qui associait un critère très dur qui était la mortalité globale et l'escalade dans l'escalade thérapeutique. Et là, tout l'effet le bénéfice entre guillemets de l'altéplase était drivé par l'escalade thérapeutique qui était moins fréquente dans le bras altéplase par rapport au placebo, avec une utilisation de thrombolytiques en secours qui était beaucoup plus fréquente dans le bras placebo que chez les malades qui étaient randomisés dans le bras altéplase. Donc cet essai a été intéressant pour dire que c'est possiblement intéressant d'utiliser l'altéplase, mais la population était probablement mal sélectionnée. Et de fait, quand on méta-analyse les essais thérapeutiques qui ont inclus des malades stables et certains avec des embolies pulmonaires avec une dysfonction ventriculaire droite, eh bien vous voyez qu'on ne démontre pas de bénéfice à l'utilisation de la thrombolyse par rapport au traitement anticoagulant seul. Et donc il a fallu attendre 2014 pour que le premier gros essai soit publié par l'équipe de Guy Meyer avec Thierry Danaïs qui avait contribué au succès de cette étude. Dans cette étude, on a inclus des patients avec une embolie pulmonaire qui n'avaient pas d'état de choc, qui avaient le ventricule droit dilaté et ischémique. Et ces malades étaient randomisés en double aveugle pour recevoir un autre activateur du plasminogène qui est donc la ténectéplase en bolus avec le même schéma thérapeutique que celui utilisé dans l'infarctus, associé à l'héparine, versus du placebo ou de l'héparine non fractionnée. Ce traitement était administré pendant 48 heures pour l'héparine non fractionnée, avec un relais ensuite par les autres anticoagulants. Le critère principal de jugement était évalué à 7 jours. Ce critère d'efficacité combinait la mortalité et la survenue secondaire d'un état de choc dans les 7 jours suivant la randomisation. Et l'essai est positif et démontre une supériorité de la ténectéplase comparativement au placebo, avec une réduction de 56% du risque de survenue de ces événements, donc une supériorité de la ténectéplase par rapport au placebo dans cette population particulière. Toutefois, vous voyez que dans ce critère de jugement, la mortalité n'est pas affectée, 1,2% versus 1,8%, et tout l'effet bénéfique de la ténectéplase s'enregistre sur la prévention de l'aggravation hémodynamique et la survenue d'un état de choc qui était moins fréquente chez les malades thrombolisés par rapport aux patients randomisés dans le bras placebo. Ceci avait un coût très fort en termes de complications hémorragiques, et toutes les hémorragies étaient significativement plus importantes dans le bras ténectéplase par rapport au bras placebo, que ce soit les hémorragies non intracrâniennes, qu'elles soient majeures ou mineures, mais aussi et surtout des hémorragies intracrâniennes qui étaient 10 fois plus fréquentes dans le bras ténectéplase que dans le bras placebo. Donc cette étude montre que la balance bénéfice-risque n'était pas favorable. Ceci a été confirmé dans une méta-analyse qui a inclus l'essai Peito, qui a été publié quelque temps après la publication de l'essai Peito, où là on a un collectif de malades quand même plus important, plus de 2000 patients.
Et vous voyez que quand on s'intéresse à l'efficacité, sur la mortalité, on a une réduction qui est quasi significative. On a une réduction de la mortalité liée à l'embolie pulmonaire, on a une réduction du risque de récidive par rapport aux malades traités par anticoagulants seuls, mais encore une fois, et c'est essentiellement lié aux effets enregistrés dans l'essai Peito, qui est le plus gros essai. Donc tout ça tire les résultats vers un surcroît de risque hémorragique, hémorragie majeure ou hémorragie intracrânienne, si bien que la balance bénéfice-risque chez les malades sans état de choc qui ont un ventricule droit dilaté et ischémique, cette balance bénéfice-risque n'est pas favorable et c'est la raison pour laquelle les recommandations européennes nous disent de ne pas utiliser de manière systématique la thrombolyse dans cette indication-là et qu'il est nécessaire de l'envisager qu'en cas d'aggravation secondaire des patients. Et donc je vous ai rappelé ici les contre-indications, qu'elles soient absolues ou qu'elles soient relatives, et les différentes molécules qui sont approuvées dans l'embolie pulmonaire. Au passage, la tenectéplase qui a été utilisée dans l'essai Peito n'est pas une molécule approuvée dans l'indication de l'embolie pulmonaire. Alors, quelles sont les voies de recherche actuelles? Eh bien, la première voie de recherche, c'est l'administration de thrombolytiques associés à des ultrasons. Et donc ça s'administre, pardon, j'ai mal mis mes diapos, excusez-moi, donc la thrombolyse systémique, l'idée a été d'essayer de mieux définir la population, essayer de définir une population plus à risque et d'améliorer la tolérance. Et donc pour cela, on a fait une analyse post-hoc de l'essai Peito pour savoir quels étaient les malades qui s'aggravaient plus fréquemment sous placebo par rapport aux malades qui étaient randomisés dans le bras thrombolytique. Et cette analyse post-hoc de cet essai a montré que 3 critères cliniques étaient associés au risque d'aggravation de ces malades. C'était la pression artérielle qui était inférieure à 110 mm de mercure, la polypnée supérieure à 20 par minute ou un antécédent d'insuffisance cardiaque gauche. Et lorsque l'on avait au moins l'un de ces critères, eh bien, vous voyez que les malades randomisés dans le bras placebo avaient 11% de survenue du critère principal de jugement contre 3,7% dans le bras tenectéplase. Et donc peut-être que sélectionner ces malades avec le ventricule droit dilaté et ischémique et l'un de ces 3 paramètres pourrait sélectionner une population plus à risque de décompensation. La deuxième idée a été d'utiliser une dose plus faible. En diminuant la dose de thrombolytique, peut-être qu'on aura une réduction des complications hémorragiques. Et il y a des essais anciens qui ont montré que l'utilisation d'une dose plus faible de RTPA s'accompagnait d'une efficacité comparable à la pleine dose, mais permettait de réduire le risque de complications hémorragiques de manière significative. Et donc ceci a donné lieu à un essai qui est actuellement en cours, qui est l'essai Peito 3, qui a été initié par Guy Meyer et Stavros Konstantinides et que je coordonne à l'heure actuelle. Cet essai s'intéresse à inclure des malades avec le ventricule droit dilaté, ischémique et l'un de ces 3 critères d'aggravation clinique. Ces malades vont être randomisés pour recevoir une dose plus faible d'agent de RTPA, 0,6 mg/kg sans dépasser 50 mg, alors que la pleine dose c'est 100 mg de RTPA. Et on va évaluer comme critère principal de jugement la mortalité, les complications hémorragiques et le risque de survenue d'un état de choc, avec, dans cette étude, un suivi au long cours qui est prévu jusqu'à 2 ans pour évaluer le pronostic de ces malades. Cet essai est actuellement en cours, 100 malades sont actuellement inclus, on a prévu d'inclure 650 malades. Le dernier point, je terminerai là-dessus, c'est l'administration d'agents fibrinolytiques guidés par des cathéters en combinant l'utilisation des fibrinolytiques aux ultrasons. L'idée est que les ultrasons permettent de désorganiser la maille de fibrine et permettent une pénétration meilleure de l'agent fibrinolytique au cœur du caillot. C'est en tout cas comme ça que les choses sont conçues. Et donc c'est un cathéter que l'on met à l'intérieur de l'artère pulmonaire qui délivre des ultrasons et en même temps un agent du RTPA. L'intérêt, c'est que la dose de RTPA est beaucoup plus faible. Vous voyez, c'est 10 à 20 mg administrés sur 15 heures. Et ce dispositif a été testé dans un essai randomisé, qui est l'essai Ultima. Et cet essai montre que l'utilisation de ce cathéter
et du RTPA réduit la dilatation du ventricule droit de manière plus importante que les patients qui n'ont pas eu ce cathéter. Alors, de manière intéressante, dans cet essai randomisé, il n'y avait aucune complication hémorragique, et en utilisant le même cathéter dans un registre multicentrique avec une population moins sélectionnée, eh bien vous voyez que les effets, l'efficacité est la même, on réduit plus vite, on réduit la dilatation du ventricule droit, mais les complications hémorragiques sont plus fréquentes puisqu'il y a 10% de complications hémorragiques dans ce registre. Alors, un essai a essayé d'évaluer des protocoles d'administration avec des doses plus courtes sur un temps plus réduit, et donc avec différents bras qui ont été comparés. L'effet est globalement identique, quelle que soit la modalité d'administration. Toutefois, encore une fois, vous voyez que les hémorragies sont quand même présentes, même si on utilise des doses très faibles d'agents fibrinolytiques. Eh bien, une hémorragie intracrânienne est survenue, et donc c'est certes potentiellement intéressant, mais quand même, ça nécessite d'avoir une évaluation très fine et très rigoureuse de l'efficacité et de la sécurité. Donc, en conclusion, l'embolie pulmonaire grave, ça se définit sur des critères cliniques, la présence d'un état de choc, 3 à 4% des embolies pulmonaires, mortalité importante, 30 à 40%. La thrombolyse systémique est indiquée pour traiter ces embolies pulmonaires graves en l'absence de contre-indication absolue. La balance bénéfice-risque de la thrombolyse à pleine dose n'est pas favorable pour traiter les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé. La thrombolyse in situ est potentiellement intéressante, mais pour l'instant, on manque d'essais qui évaluent l'efficacité de ces techniques sur des critères cliniques, tout comme cela a été fait avec la thrombolyse médicamenteuse. Et l'essai PEITO 3, qui est actuellement en cours, évalue les effets et la tolérance d'une dose réduite sur une population encore plus à risque d'aggravation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de cet excellent exposé, très clair et très précis. Personnellement, je suis intéressé par la fin de l'exposé et du traitement loco-régional in situ de l'embolie pulmonaire, avec les cathéters utilisant les ultrasons et les fibrinolytiques. J'ai deux questions à vous poser à ce sujet-là. La première, quel type d'ultrasons, quelle dose d'ultrasons utilisez-vous? Comment sont-ils administrés jusqu'à l'extrémité du cathéter? Alors, je ne connais pas exactement, mais peut-être que Marc, je ne sais pas si... Non, il n'est pas encore arrivé, Marc. C'est Marc qui utilise ces systèmes-là. Mais c'est des ultrasons à haute fréquence qui sont administrés par l'intermédiaire d'un petit boîtier qui est posé à côté du patient et qui délivre ces ultrasons à l'extrémité du cathéter. Et donc, ça produit un échauffement, donc c'est la raison pour laquelle la température locale est monitorée et qu'il y a un système de refroidissement qui permet de surveiller tout cela. Et c'est administré de manière concomitante à une perfusion d'agents fibrinolytiques qui est perfusée à l'extrémité du cathéter. Et c'est l'action combinée de ces deux techniques dont on espère avoir un effet bénéfique. La deuxième question concerne le risque hémorragique sur lequel vous avez insisté comme étant un peu plus élevé que dans les autres procédures. Vous introduisez par voie fémorale ce cathéter. Alors ce cathéter se pose par voie fémorale. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'essai randomisé avec une population très sélectionnée, c'était une étude monocentrique, donc c'est toujours beaucoup plus simple d'avoir une maîtrise de la technique plus importante. Il n'y avait pas de complications hémorragiques. Bon. Dans le registre multicentrique où l'utilisation est faite par plusieurs équipes, le risque hémorragique était plus important et donc cela pose la question de la sécurité de l'utilisation de cette technique qui nécessite très clairement une évaluation prospective bien menée pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Le risque hémorragique est au niveau fémoral? Alors oui, mais pas seulement. Et dans l'essai que je vous ai montré avec des doses plus réduites et des protocoles d'administration plus courts, il y a eu des hémorragies intracérébrales qui ont été mises en évidence, comme quoi même une faible dose d'agent fibrinolytique peut induire à distance une complication hémorragique.
Donc voilà, et nous, pour l'avoir utilisé dans le service, sur un patient chez qui on l'a utilisé, qui avait une contre-indication relative à la fibrinolyse, ce malade a eu une épistaxis extrêmement sévère, qui a nécessité un méchage, etc. Donc ça reste un traitement fibrinolytique, même à faible dose, qui peut induire des complications hémorragiques. Si vous pensez que cette méthode peut être diffusée, de quelle manière pourrait-on la diffuser compte tenu de l'importance apparente des capacités techniques? Je pense que les firmes qui commercialisent ces techniques sont évidemment très actives et très en pointe pour développer ces techniques. Il est important qu'il y ait de la recherche dans ce domaine-là. Néanmoins, avant une utilisation large de ces techniques invasives, encore une fois, ça nécessite une évaluation prospective sur des critères d'évaluation qui sont des critères cliniques et pas uniquement des critères de morphologie, de réduction de taille du ventricule droit, qui est quelque chose qui est intéressant en soi, mais qui n'améliore pas pour autant le pronostic. En tout cas, il faut le démontrer. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de disposer d'essais thérapeutiques, tout comme on le fait avec les médicaments et avec la thrombolyse en particulier. Il est nécessaire d'utiliser les mêmes critères d'évaluation pour justifier de l'utilisation d'une technique invasive, a fortiori si on met en balance l'utilisation de ces techniques invasives par rapport au traitement fibrinolytique médicamenteux. Merci beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une remarque? Oui, j'ai une remarque, j'espère que mon micro est ouvert. Oui, concernant l'accessibilité à ces dispositifs de thrombectomie mécanique, leur coût, leur remboursement, leur prise en charge, parce qu'il y a de nombreux dispositifs qui sont mis en avant par les industriels ou par des chercheurs, et on ne sait pas très bien lesquels mieux et comment mieux les choisir et les évaluer. Alors, donc, sur le coût, c'est très coûteux, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, le système que je vous ai montré, Marc Sapoval pourra vous donner des informations beaucoup plus précises, mais le système que je vous ai montré, ECOS, c'est 1 500 € la sonde. Et donc, souvent, il y a des caillots à droite et à gauche, donc on utilise 2 sondes, donc ce qui augmente considérablement le coût, limite potentiellement l'accessibilité de cette technique dans certains pays ou voire même dans certains centres. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que je plaide fortement pour une évaluation très rigoureuse de ces systèmes avant une utilisation plus large chez les patients. Ensuite, l'autre question, c'est l'indication de ces techniques. Est-ce qu'on le réserve aux malades qui sont les plus graves et qui ont une contre-indication à la thrombolyse? C'est actuellement, nous, notre politique sur l'hôpital Georges Pompidou. Ou bien est-ce qu'on réserve ou est-ce qu'on utilise cette technique sur des malades qui sont moins graves, qui pourraient bénéficier de la thrombolyse médicamenteuse, mais chez qui on ne voudrait pas faire prendre un risque hémorragique trop important. Et donc là, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de données qui permettent de comparer clairement la thrombolyse médicamenteuse à l'utilisation de ces cathéters. Et probablement qu'il faudra arriver à réaliser des essais qui permettent de mieux préciser la place de ces différentes techniques dans cette pathologie. Merci. Est-ce que les essais multicentriques... Excusez-moi. Albert Claude. Je voulais compléter ma question. Est-ce qu'actuellement, les essais multicentriques, justement, permettraient de répondre à la problématique de la relative rareté des cas pour arriver à avoir des séries significatives quant à l'évaluation des meilleurs résultats possibles? Ah oui, de faire des essais thérapeutiques, c'est clair que ça permet... Alors, ça a un inconvénient, c'est que ça sélectionne des malades qui ne sont pas tout à fait les malades de la vraie vie, mais enfin, il est nécessaire et indispensable de passer par là. Ensuite, c'est clair que je plaide aussi pour avoir, au moins sur le territoire francilien et a fortiori en France, des centres lourds qui soient capables de prendre en charge ces patients-là de manière pluridisciplinaire, avec, sur le même site, toutes les techniques disponibles qui sont discutées, la chirurgie, l'assistance circulatoire, les techniques de reperfusion percutanée. Et ça, c'est clair que c'est important. Ensuite, on aura une évaluation sur des registres qui permettra d'avoir une épidémiologie plus précise des choses. Jacques Beaulieu.
Oui, je vous remercie. Je vois que les choses progressent et je suis extrêmement intéressé par votre exposé. Vous êtes un spécialiste de la thrombose vasculaire, veineuse, et je voudrais vous poser une question difficile. Depuis plus de 20 ans, je vais assez fréquemment en Asie du Sud-Est. Je pratique beaucoup la chirurgie dans ces différents blocs opératoires. Et dans ces pays, très curieusement, il n'y a pas de thrombose veineuse post-opératoire, embolie pulmonaire, et aucune prophylaxie de l'embolie et de la thrombose est pratiquée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est une question qui m'intrigue. J'ai posé la question un peu de partout dans le monde et je n'ai absolument aucune explication. Les malades asiatiques, il y a une grosse communauté asiatique en France. Quand ils viennent en France, qu'ils vivent en France, qu'ils prennent nos habitudes, ils font des thromboses veineuses. Et on pratique chez eux une prophylaxie. Est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que vous avez une idée, une hypothèse pouvant expliquer cette différence? Si quelqu'un l'a, prix Nobel. Non, j'ai pas de. Alors, il doit y avoir des anomalies d'origine génétique de la coagulation qui sont moins fréquentes chez les malades, chez les patients asiatiques que chez les caucasiens, par exemple. Donc ça, c'est le cas pour notamment une mutation très fréquente qui s'appelle la mutation du facteur 5, qui est très fréquente dans la population caucasienne, avec un gradient nord-sud qui est bien mis en évidence et qui est un facteur de risque thrombotique bien identifié. Il y a d'autres anomalies génétiques qui sont également identifiées. Donc il est possible que ces anomalies soient moins fréquentes dans la population asiatique. Néanmoins, la chirurgie en soi est un facteur de risque majeur de complications thrombotiques et je n'ai pas d'informations connues sur une hétérogénéité de risque entre les différentes races. Dans ces pays-là, dans des grands blocs opératoires, que ce soit en orthopédie, en gynécologie obstétrique, il n'y a aucune prophylaxie post-opératoire de la thrombose veineuse. Alors, je veux bien que ce soit une anomalie génétique, etc., mais il doit y avoir un facteur climatique ou éventuellement nutritionnel, je ne sais pas. Oui, je dirais dans ce sens, il y a des études multicentriques sur la thrombose qui ont été faites, une d'ailleurs est publiée en 1999 dans New England, qui montre que même en Europe, si on est d'un pays scandinave, on va faire 1% de thrombose, et si on est d'un pays, l'Italie, l'Espagne et même la France, ça va monter à 10%. Donc, on a essayé de trouver les différences. Bon, il y a le climat, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup la nourriture de poissons et des différences qui sont liées au pays, à l'environnement, à la nourriture. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on nous dit la thrombose a beaucoup diminué en prenant seulement ces pays scandinaves comme le Danemark qui publie beaucoup en disant il y a très peu de thrombose, on se pose des questions parce qu'en France, en Espagne, en Italie, nos taux de thrombose sont plus élevés. On peut poser une question à notre visiteur qui est là aujourd'hui, notre prestigieux visiteur. Monsieur, pouvez-vous nous dire si en Iran, il y a autant de thromboses veineuses et d'embolies pulmonaires qu'en France? Merci pour la question, mais je n'ai pas les statistiques maintenant. Mais nous sommes aussi l'embolie pulmonaire. Il y a un hôpital qui est pour les maladies de poumon. Et toujours, il fait les embolectomies pulmonaires dans cet hôpital. Et est-ce qu'il y a une prophylaxie post-opératoire systématique de la thrombose veineuse au post-opératoire? Oui, on a donné systématiquement. Merci. Hubert Joannet. Je voulais vous poser deux questions. Vous avez précisé que vous utilisiez du matériel assez cher. La première question, c'est donc, est-ce que les tarifs des GHS suivent pour la prise en charge de ces malades lourds? Et comment ça se passe quand il y a l'introduction d'un nouveau matériel? Quel est le délai? Deuxième question, vous avez évoqué le fait que vous souhaitiez qu'il puisse y avoir plus d'équipes
en France. Vous pouvez parler de ça, un peu de la... Bon, du nombre d'équipes sur la tarification et sur les GHS, je ne suis pas un grand spécialiste, mais effectivement, c'est nécessaire de voir comment valoriser cette expertise et de pouvoir utiliser ces médicaments et qu'ils puissent être remboursés. Quant au centre, effectivement, on est sur un segment de patients qui est rare. Donc, je ne vois pas l'intérêt de multiplier les centres sur l'Île-de-France, par exemple. Bon, on est certes un gros bassin de population, mais enfin, sur 3 ou 4% de malades qui peuvent justifier d'une telle prise en charge, encore que ces patients les plus graves, ceux chez qui on va discuter l'assistance, ceux chez qui on va discuter la chirurgie, chez qui on va discuter la désobstruction percutanée, c'est 3% des malades graves. Donc on est sur des malades encore plus rares. Donc 2 centres maximum sur l'Île-de-France, ça me semble largement suffisant. Et sur le reste du territoire, bon voilà, j'ai pas de prérogative à avoir là-dessus, mais voilà, c'est à mettre en perspective avec la rareté des malades. Dernière question, Paul Achou. Oui, merci. Olivier, donc tu as présenté les résultats qui comparent la thrombolyse à faible dose plus ultrasons versus la thrombolyse. C'est de la thrombolyse systémique, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'il y a des études qui ont comparé la thrombolyse plus ultrasons versus thrombolyse locale, par cathétérisme? Non. Et la deuxième question, c'est est-ce que toi, si tu es un malade avec une embolie pulmonaire à haut risque, comment tu décides entre une thrombolyse systémique, une thrombolyse par cathéter ou une thrombolyse plus Pour moi, je reste le moins invasif possible, et donc c'est pour moi une indication de thrombolyse systémique première. Et voilà, c'est la simplicité d'administration, c'est si on respecte les contre-indications, le risque hémorragique existe, mais face à une augmentation du risque de mortalité aussi importante, on peut prendre ce risque-là. Donc, j'ai pas d'arrière-pensée pour recommander en première intention la thrombolyse systémique. Pour moi, toutes ces méthodes sont effectivement intéressantes et se discutent comme on le fait sur des patients très particuliers. Lorsqu'il y a une contre-indication, par exemple, à la thrombolyse, l'embolie post-opératoire, effectivement, la thrombolyse est contre-indiquée. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces malades-là et comment on les prend en charge? Et donc là, effectivement, je pense que toutes les méthodes qui sont mises en œuvre sont particulièrement intéressantes et, on l'a vu, sauvent des vies. Hein, donc c'est extrêmement important de pouvoir en disposer. Eh bien, merci beaucoup.